Des militaires drogués ou transformés par un labo de la CIA? Un massacre commis en Ukraine par sa propre armée néo-nazie? Encore? L'OTAN serait une menace pour la Russie et voudrait installer des armes en Ukraine. Ça fait beaucoup là, non? Voilà 6 mois que l'invasion de l'Ukraine par son voisin russe a eu lieu. 180 jours de guerre et toujours plus de contre-vérités qui se propagent sur les réseaux sociaux, dans les médias, voire même dans les ambassades. Face à tout ce flux de fake news et de propagande, j'ai décidé d'en analyser quelques éléments avec Cédric Masse, historien militaire et président de l'Institut Action Résilience. Pour analyser cette propagande, il y a donc 3 niveaux. Le premier, c'est celui des contre-vérités du conflit sur le terrain. Pour Cédric Masse, c'est celui qui est grotesque, voire insensé. Pour ce cas, je vais vous donner 2 exemples, en commençant par le massacre de Boutcha. Entre fin février et fin mars, les forces russes se sont emparées de cette ville de 37 000 habitants, puis ils l'ont quittée progressivement. Début avril, l'armée ukrainienne reprend la ville au nord de Kiev et y découvre de nombreux cadavres. Les Russes sont accusés d'avoir commis des crimes de guerre à Boutcha, caractérisés, et donc il va leur falloir mobiliser tous les niveaux de contestation et de déni possibles pour saturer l'espace et planter des graines de doute, de suspicion qui vont pouvoir être relayées et germer à terme. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Donc vous avez d'abord la contestation des faits eux-mêmes. Ce n'est pas vrai, ce sont des acteurs, regardez, ils bougent. Ensuite, c'est commis par des commandos Azov téléportés par la CIA. Après, vous avez, c'était en réalité des résistants, ils le méritaient. On y retrouve ce type de révision des faits sur le site pro-russe Donbass Insider. Une enquête qui vise à contester la version occidentale du massacre. Donc on est vraiment sur une saturation de la contestation, du déni, qui trouve nécessairement, qui touche nécessairement son but lorsqu'elle parvient auprès de gens qui ont été travaillés depuis des années à douter d'une pseudo-parole officielle, à douter de tout, à contester tout. Autre exemple pour le premier niveau de propagande, le fait que des militaires ukrainiens soient transformés dans des labos de la CIA. Sur cette fake news-là, alors là, on est vraiment dans le grotesque, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une fake news qui permet d'expliquer pourquoi il y a cet échec sur le front, cet échec des offensives, mais il y a après la déshumanisation, c'est-à-dire de dire que finalement ce ne sont pas des hommes, et en disant ce sont des hommes transformés, ce sont des hommes qui ont été biologiquement modifiés. Ça explique la déshumanisation et il n'est pas neutre de voir apparaître ensuite des exactions plus importantes. Ce premier niveau de propagande a un but simple. De façon générale, il vise à polariser les opinions de façon radicale. Et dans ce cadre-là, à se positionner soi-même comme victime ou comme le camp ciblé par le camp opposé. On a besoin, bien évidemment, quand on a un ennemi, on a besoin de construire l'ennemi. En disant, c'est lui l'ennemi, nous on est le camp du bien, il est le camp du mal. Ça, c'est une construction de propagande de guerre tout à fait classique, qui se pratique même dans les démocraties. Le deuxième niveau de propagande fait un petit peu écho au premier, car il cherche à toucher les sphères campistes. Pour faire simple, c'est un terme qui a une 50aine d'années et qui se base sur une vision binaire et idéologique des relations internationales. Les campistes sont majoritairement ceux qui sont contre l'impérialisme états-unien et occidental. Dans ce cas aussi, il existe des exemples concernant la guerre en Ukraine. Что касается расширения Североатлантического альянса, да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. De toute façon, c'est l'OTAN qui a été méchant avec Poutine, il faut faire attention. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально
и создавать такие же угрозы. En effet, la question des livraisons d'armes, la peur d'étendre le conflit, la nécessité de déménager une porte de sortie honorable à Poutine, c'est une propagande insidieuse qui permet toujours pareil de nous désunir et d'affaiblir le soutien que nous devons aux populations ukrainiennes qui nous le demandent et aux forces ukrainiennes qui nous le demandent. Le dernier niveau de propagande, c'est un niveau technocratique. Technocratique à tous les plans. Ça peut être sur un sujet économique ou militaire. Vous aviez des experts, des pseudo-experts qui étaient en réalité complètement biaisés idéologiquement, inféodés à la Russie, des professeurs d'économie à pointer, qui étaient des références, qui vous disent que les sanctions économiques sont mauvaises, que c'est pas bien, que l'armée russe va de toute façon gagner quoi qu'il arrive. D'ailleurs, elle continue à avancer. Mais cela sert les intérêts des États-Unis, bien entendu, qui ont voulu cette guerre, qui l'ont préparée en humiliant la Russie. En gros, les paroles prononcées le plus souvent sur des plateaux télé sont propulsées via un principe bien connu, l'argument d'autorité. Mais dans la manière dont les faits sont présentés aujourd'hui, Poutine, certes envahisseur de la Russie, porte tous les torts alors que les responsabilités sont très largement partagées. D'une part par les... Ah mais il la répercute et il lui donne un autre aura. Vous avez eu une enquête d'un internaute anonyme qui expliquait comment une fake news sur l'effondrement et les pertes extraordinaires des unités de l'armée ukrainienne avait fini dans des blogs de défense très sérieux, tenus par des officiers qui vendent leurs prestations de conseil, y compris au ministère de la Défense aujourd'hui. Enfin, j'espère que ce n'est plus le cas maintenant au ministère des Armées français. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais en attendant, ils ont toujours leur ronde serviette sur certains médias. À présent, 2 questions méritent d'être posées. À quoi sert cette propagande et à quel point elle est dangereuse ou non? Ces éléments-là ont un but majeur, alimenter en permanence le doute, faire passer les gens d'un doute raisonné à un doute irrationnel, voire systématique. Quand vous divisez le village de Gaulois et qu'il passe son temps à se foutre sur la figure parce que le poisson est frais ou pas frais, eh ben, il ne pense pas à lutter contre l'impérialisme romain et sa progression autour, en Gaule notamment. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment à l'époque d'Obélix et Astérix, et la diffusion de la propagande est bien plus forte et bien plus rapide. Tous les leviers qu'on vient d'évoquer peuvent être utilisés et trouver en les réseaux sociaux une force démultiplicatrice. Mais il reste quand même une limite pour éviter ça. Cette stratégie très élaborée de guerre informationnelle a atteint ses limites. C'est qu'à un moment donné, quand il fait jour, vous ne pouvez pas dire qu'il fait nuit. Ça choque tout le monde. C'est-à-dire dire je suis l'agressé, je ne fais que défendre quand vous attaquez le voisin. Ça heurte le bon sens d'une majorité de population. Toute cette propagande n'est pas suffisamment puissante pour contrecarrer la force du bon sens. On est doté d'un outil qui fait une de nos différences avec l'intelligence artificielle, qui est que certaines choses ne se font pas parce qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et de se dire moi à sa place, je ne l'accepterai pas. Et que rien ne le justifie.